Y a-t-il des questions, des réactions à chaud comme ça sur la conclusion, sur les usages? Parce que j'étais vraiment contente que vous, votre conclusion sur l'utilisation comme plateforme de stockage de YouTube. Parce que j'avais noté comme question, mais est-ce qu'elles ne sont pas éditorialisées par ailleurs? Alors donc oui, vous nous avez répondu, hein, anticipé sur cette question-là. Il y aurait donc un stockage, à part dans le cas particulier des archives nationales hein, que vous citiez, et de quelques grosses structures, l'utilisation pour présenter au départ de YouTube, c'est-à-dire faire des web TV. Il y a eu la mode des web, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir, la mode des web TV numériques où tout le monde devait, avec YouTube, faire sa web TV et que finalement, c'est pas ça qui prend, mais ça serait une éditorialisation sous une forme encore un peu inconnue parce que l'étude, elle resterait à faire, avec d'autres outils. La narration serait ailleurs, elle ne serait pas dans YouTube ou dans la plateforme de vidéo, elle serait ailleurs finalement. Mais où est-elle et quelle forme elle prend, ça resterait encore à étudier. Donc on aurait... Pour ce qui est des petites séries web, c'est vrai que oui, j'en ai vu, mais c'était pas la majorité des publications que j'ai vues. Donc c'est pour ça que là, dans mon discours résumé, elles sont un peu, c'est vrai, passées sous silence. Mais c'est vrai que ça, c'est du contenu qui est pour YouTube. Mais finalement, c'est pas celui qui avait ni le plus de vues, ni la plus grande visibilité en dehors de la chaîne. Voilà, c'était pas celui qui a retenu le plus mon attention au cours de l'étude. Même si c'est un contenu qui était du coup là exprès pour YouTube. Donc on a en fait des instrumentalisations des réseaux sociaux pour servir une autre finalité parce qu'ils ne sont pas, qu'ils ne servent pas directement. Celle de Vincent Puchnicki qui dit les services de com de la collectivité prend la main et ne nous laisse pas le choix. Il y a aussi toute l'économie et l'organisation interne des services d'archives, hein, où on ne fait pas toujours ce qu'on veut, qu'il faut prendre en compte. Peut-être que Vincent pourrait préciser sa remarque, qui effectivement est intéressante, parce que l'archiviste ne fait pas toujours ce qu'il veut. Ah oui, il écrit. Alors, en fait, nous pouvons proposer des vidéos à la DIRCOM, mais nous ne pouvons pas choisir les éléments qui encadrent la vidéo. Nous ne pouvons pas contextualiser. Ça, c'est intéressant, effectivement. Problématique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Hélène? Poursuit Vincent, nous devons nous contenter de ce que la com peut bien faire sans aucune connaissance des archives. Donc, il y aurait effectivement une inadéquation, une inadéquation non seulement des outils techniques, mais aussi des services qui ont un peu autorité pour tout ce qui est communication sortante, qui ne connaissent pas les besoins en archives et patrimoine de la contextualisation, et qui... il n'y aurait pas l'outil finalement, il n'y aurait pas le réseau social idéal pour publier nos documents d'archives. Bon, c'est ce qui nous arrive à nous aussi sur un nouveau paradigme de l'archive. Hein. YouTube, ça sert à stocker les vidéos, puis après, on a un blog parce qu'on a besoin de pouvoir apporter des éléments complémentaires. C'est la bagarre de l'éditorialisation, là. Oui. C'est vrai que là, j'en ai pas parlé parce que je me suis contentée vraiment de vous montrer les grilles que j'avais fait, l'étude que j'avais fait, mais dans mon mémoire, il y avait toute une partie aussi sur les relations avec les coms des collectivités où je disais que effectivement, les personnes ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient, qu'elles étaient contraintes. Il y avait peu de personnes qui étaient vraiment dédiées à la communication et que du coup, ça contraignait à la fois en nombre de publications, mais aussi en qualité et le contenu était pas toujours celui qui voulait être... il n'y avait pas toujours le choix du contenu, ni de la forme, ni des moyens, et peu de personnes travaillant dessus. Donc ça expliquait aussi pourquoi il y avait certaines des chaînes où il y avait très peu de vidéos qui étaient publiées dessus. Et oui, dans le cadre de l'étude, j'avais interrogé une personne qui était chargée de com dans un service d'archives et qui disait la même chose, en fait, que fallait faire un peu avec les moyens du bord. Et
Et qu'ensuite, enfin, il n'y avait pas tous les moyens que la personne aurait voulu pour créer du contenu plus régulièrement ou alors de qualité plus grande ou alors faire plus de thématiques différentes et que c'était très organisé, surtout sur les réseaux sociaux de la collectivité, pas quand ils sont gérés par les archives eux-mêmes, mais quand c'est géré par les collectivités, là il y avait encore moins la main parce que dans les collectivités il y a une organisation très très forte au niveau de la charte graphique, du type de contenu, c'est vraiment géré par des personnes extérieures aux archives. Donc c'est vrai que là on se retrouve avec des contenus parfois qui ne sont pas vraiment choisis par les archivistes à la base qui avaient demandé à faire une vidéo sur tel ou tel sujet. C'est pour ça aussi que c'était plus pertinent d'étudier les vidéos qui avaient été publiées par les services d'archives eux-mêmes, parce que là, parfois, ils sont contraints aussi, mais ils ont un peu plus la main que sur les vidéos qui étaient publiées sur les réseaux des collectivités, en tout cas. Je pense que vous avez répondu à la question de Pascal Legrand. Pascal, vous me demandez Oui. si vous êtes satisfait, qui vous demandait si vous avez pu interroger les moyens mis à disposition pour créer le contenu. Et je voudrais, est-ce qu'Hélène Queneau peut prendre la parole? Je trouve sa remarque très intéressante. Je suis désolée, je vais devoir arrêter, je vais fermer mon micro parce que j'ai des cloches. Mais on avait l'habitude de se bagarrer avec les informaticiens, avec le service informatique, et voilà que maintenant on se bagarre avec le service de communication. C'est nouveau. Et à l'engouement pour les archives qui posent des problèmes nouveaux. Est-ce que Hélène est prête à... Oui, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bon, ben effectivement, nous, on a beaucoup de demandes effectivement, de gens qui viennent scanner sans qu'on ait absolument la suite de ce qu'ils vont prendre en compte. Et c'est un petit peu du pillage, hein, c'est-à-dire que voilà, on vient, on prend en photo un petit peu des tas d'éléments et puis après on ne sait pas trop ce que ça devient. Alors on a après la suite, on apprend qu'il y a eu un montage de fait, mais pour remettre la main dessus, pour remettre la main sur le contenu et tout ce qui en a été fait, c'est très très compliqué. Et même dans le cadre de thèse et de mémoire, et ça c'est plus inquiétant, on a aussi des difficultés à avoir la trace finale de l'exploitation de nos documents. Bon, c'est triste, mais c'est une réalité. Alors, désolée pour le bruit de fond chez moi, mais est-ce que c'est le cas de vos usagers hein, qui utilisent les archives puisque l'autonomie dont on dispose maintenant pour faire de la reproduction, pour faire des choses sans vous le dire. Mais est-ce que c'est le cas aussi dans vos services internes? Est-ce qu'il y a une augmentation de l'utilisation de copies, de venir faire des copies chez vous à des fins de mise en ligne, de communication, de promotion finalement de la structure? Oui, oui, tout à fait. Par exemple, là, en ce moment, on a le service des sports qui nous envoie des petits jeunes qui viennent scanner tout ce qu'on a sur le volleyball pour mettre en ligne on ne sait pas quoi. Voilà, donc on les prévient que ça va être compliqué. Donc, quelquefois, ils se découragent parce qu'ils se rendent compte aussi, parce que c'est un travail énorme, parce qu'évidemment, ils n'ont pas le contexte, ils ne connaissent absolument pas les archives, donc on leur fait découvrir le service. Alors, ça a des côtés positifs parce que ça nous amène des nouveaux clients, mais quelquefois ça n'aboutit pas non plus parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il faut des connaissances historiques, qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec des coupures de presse ou simplement des éléments de subventionnement d'une structure paramunicipale. Voilà, donc quelquefois ils sont déçus, d'autres fois effectivement il y a un approfondissement avec des élus qui sont très demandeurs de production web. Mais bon, ça reste un petit peu amateur tout ça. Et c'est vrai qu'on aurait besoin de nouveaux logiciels qui nous permettent de faire des choses. Alors nous, on a Arcotech hein, qui nous permet de faire des choses qui sont assez sympathiques, mais qui restent assez traditionnelles. On a énormément de vidéos, on a des milliers de vidéos qu'on n'arrive pas du tout à exploiter, ni à séquencer, ni à traiter. Et on a un peu les mêmes problèmes qu'à Créteil, quoi. C'est-à-dire qu'on a trop de choses. Donc, du coup, il nous faudrait du personnel derrière qui puisse effectivement travailler tout ça.
Quelqu'un veut rebondir sur ça? Est-ce que c'est quelque chose de général? Est-ce qu'on a d'autres situations comme celle-là de... Oui, je pense qu'il faut faire la distinction à partir de la publication sur les réseaux sociaux, c'est de la communication. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche à substituer une démarche de communication avec une démarche de recherche ou une démarche voilà, heuristique au sens large. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour contextualiser. Je sais qu'à plusieurs reprises, ça nous est arrivé de vouloir effectivement publier une vidéo, mais qui ne peut être correctement, entre guillemets, interprétée que si elle a ce contexte. Et les réseaux sociaux ne sont pas faits effectivement pour amener un long contexte, de long développement, de resituation historique, etc. Donc, ce qui fait que quand on publie sur les réseaux sociaux, on va choisir des documents neutres, entre guillemets, amusants, qui effectivement vont drainer du public sur le site mère auquel il va renvoyer. Mais on ne fait pas, je pense, une communication scientifique ou une mise en avant d'un document entre guillemets problématique sur les réseaux sociaux. Je pense que justement, il faut qu'on trouve d'autres moyens d'exposition de ces documents que les réseaux sociaux. C'est un petit peu un point d'expérience sur des documents cinématographiques anciens qu'on pourrait mettre, qu'on a essayé de mettre en ligne. Et en tout cas, ça ne peut pas se faire. Il faut que ces documents soient, voilà, sans nécessité de contextualisation et pour qu'ils puissent être diffusés. D'où une restriction, effectivement, l'impossibilité de montrer tout ce que l'on peut avoir en magasin, les uns et les autres, parce que on est dans de la communication et pas dans une monstration de recherche ou scientifique. Donc, c'est un apprentissage à faire, une compétence à acquérir que de savoir jongler avec les réseaux sociaux en fonction de ce qu'ils peuvent apporter et en fonction des objectifs de communication qu'on poursuit. Et surtout, la communication directe n'a pas que des bénéfices, on va dire. Je pense qu'on va d'ici peu réévaluer et redonner aux médiateurs, médiatrices leur rôle, puisque on voit les dégâts, un certain nombre de dégâts de la communication directe depuis un certain nombre d'années, et les avantages aussi, parce qu'évidemment, bien sûr qu'il y en a, je ne suis pas en train de tuer la poule et l'œuf, mais je pense qu'il ça va revenir. Alors après, est-ce que, voilà, il y a la médiation des contenus, et puis c'est surtout, enfin, je pense que c'est ce qui nous préoccupe, pas tellement la médiation de la communication, des exercices de communication des ressources humaines ou des DIRCOM et autres. Clotilde, vous prenez la parole? Oui, juste sous forme de questions, peut-être à Ambre, et puis plus généralement, on est resté dans un registre aussi assez franco-français là dans l'approche du sujet, mais j'ai l'impression qu'au Québec, par exemple, les services d'archives sont un peu plus avancés que nous sur ces questions. Je ne sais pas si, Ambre, vous avez pu comparer avec d'autres pays l'utilisation qui était faite de toutes ces nouvelles possibilités pour les services d'archives. Alors, j'avais pour ambition, oui, de le faire et je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible si je voulais faire une étude un peu exhaustive du sujet français. Donc, malheureusement, je pourrais pas vous répondre parce que j'ai pas pu étudier les paramètres en dehors de la France. Mais c'est vrai que c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Oui. Parce que je suis pas sûre qu'on soit les plus avancés non plus dans ces pratiques en fait. Donc ça vaudrait le coup voilà, d'essayer aussi d'élargir, je pense, le regard. Avec un contexte de droit aussi un peu différent, hein, puisque Vincent Puchnicki, non, c'est pas Vincent, c'était Hélène qui faisait allusion également au droit et contexte de production des documents, avec des droits assez complexes.
Il peut y avoir des droits pour les personnes qui numérisent ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous rend plus rigides et plus frileux à l'égard de la diffusion que le monde anglo-saxon. Et puis après, au-delà de ces questions-là, il y a j'ai fait le parallèle entre projet d'exposition et projet de web documentaire, mais on pourrait aussi faire un parallèle entre projet de web documentaire et projet de système d'information archivistique, parce que en fait, on est à nouveau dans ce genre de projet, on est obligé de discuter avec des informaticiens et c'est pas toujours très simple. Donc il y a toute cette question de la confrontation des cultures entre différents métiers aussi, voilà, qui fait que les résultats sont parfois très différents de ce qui avait pu être envisagé au départ, hors question technique, on va dire. Voilà, donc la confrontation avec la technique, voilà, c'est un sujet en soi aussi. Donc, mais qui vaut également pour les bases de données type Omeka, dont tu as parlé, Evelyne, aussi tout à l'heure. Hein. Tout ça, c'est voilà, l'articulation entre l'information et la façon dont on souhaite la structurer et la diffuser. Il y aurait des études même en elles-mêmes à mener, je pense, sur l'écart entre les visées de départ, l'idéal de l'archiviste et le résultat, quoi, et la complexité de la démarche. Oui. De toute façon, on voit bien avec l'histoire de l'open data dont parlait Hélène, qu'il y a vraiment voilà, il y a vraiment une couche, je dirais, médiation, narration, qui peut être prise en charge par un certain nombre d'outils. Une couche open data, data tout court, base de données, donc, qui peut être jouée aussi avec des outils de type Omeka. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, après, on a toute la gestion des archives elles-mêmes, enfin des documents eux-mêmes, quoi. Et donc, en fait, il y a une espèce de... Voilà, l'idéal, c'est d'avoir un informaticien dans ces cas-là qui fait la jonction entre ces couches informatiques, quoi, parce que en fait, c'est des couches informatiques différentes et on peut pas tout mélanger. On n'a pas, ça n'existe pas l'outil magique qui va gérer les bases de données et gérer la narration. Il y a obligatoirement un programme à créer quelque part, quoi. Enfin, je pense. Et c'est vrai que ces outils, j'ai été voir du coup, je suis retournée voir vers l'outil dont je parlais tout à l'heure, le PubCoder, là, je ne vois pas d'exportation de la base de données, par exemple. Voilà. Donc, typiquement, on peut exporter du HTML5, on peut exporter sa bibliothèque puisqu'on fait de l'EPUB. Voilà. Mais la base de données, zéro. Donc, du coup, on est coincé. C'est pareil, quoi. Ça, c'est un souci. C'est-à-dire que l'approche de conservation des narrations, hein, des multimédias, ça sera la narration d'un côté, la base de données de l'autre. Et c'est vraiment quelque chose à réfléchir, hein, parce que il faut déconstruire la narration pour pouvoir faut déconstruire le design, dire comme aujourd'hui, pour pouvoir conserver l'application. Alors les questions fusent, je vais avoir du mal à suivre. Donc Vincent Pouchteki signalait qu'ils allaient former à l'Université de Picardie les futurs archivistes à l'utilisation des réseaux sociaux et au ciblage des canaux en fonction de leur souhait de communication. Ça fait un regret parce que puisque Clément n'a pas pu participer, puisque Clément, lui, a un master cinéma, documentaire et archives, donc où effectivement il doit aborder la formation de l'utilisation des archives également. Reste à savoir s'il forme des archivistes ou des documentaristes, ou les deux, et quelle est la différence finalement de former un documentariste à utiliser des archives ou de former un archiviste à valoriser ces archives par le documentaire. Est-ce que c'est deux approches identiques ou est-ce que c'est des approches différentes? Qu'en pense Hélène, qui est vraiment en injonction? Ouais, je pense que c'est différent.
J'ai pas en tête, en fait, je ne veux pas parler justement à la place de Clément Puget qui n'est pas là, parce que j'ai pas en tête exactement le contenu de la formation, mais sauf erreur de ma part, c'est bien ancré en études cinématographiques quand même, donc ancré dans le champ de la création en fait cinématographique. Alors certes à base d'archives, mais c'est effectivement pas le même métier que le métier d'archiviste. Après, je ne sais pas qui compose leur groupe. Enfin, ça, voilà. Je n'ai pas la formation sous les yeux en plus, donc je ne sais pas quels sont les prérequis pour le rejoindre. Voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la rencontre entre les deux univers et les différents types de questionnements, justement. Et c'est ce que j'apprécie pour ma part beaucoup aussi là, dans le séminaire, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes dans nos réflexions au croisement de différentes pratiques. On croise nos compétences ici, même si elles sont fondées sur la pratique au niveau, certes, des réflexions, mais justement, c'est extrêmement riche, et des lieux de convergence comme celui-ci, on n'a pas tant que ça, quoi. Ce type d'atelier commun, je trouve ça extrêmement intéressant. Là encore, on croise nos regards, quoi. Parce qu'à l'université, on fait beaucoup entre disciplines, on parle beaucoup d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est nos ancrages professionnels aussi différents, avec tout ce que ça engage en termes de compétences de métier, et d'usage derrière, et quels sont nos, je ne vais pas trop m'employer le terme comme ça, mais quels sont quand même nos publics, parce qu'on a nous-mêmes aussi en tant qu'enseignants-chercheuses des publics qui sont les étudiants et les étudiantes. Et qui, voilà, bon, bref. Oui, mais nos ancrages disciplinaires font que quand nous formons des professionnels, nous les formons avec une identité culturelle forte, qu'ils ensuite embarquent dans leur vie professionnelle, où ils doivent de travailler avec des cultures et des identités professionnelles différentes. Et c'est un peu éternel, hein. Toute ma carrière qui maintenant est en voie d'achèvement, mes carrières diverses professionnelles ont été marquées par les problématiques sans cesse posées par les associations professionnelles, comment communiquer avec ces informaticiens, et maintenant comment communiquer avec ces communicants, ce qui ne sont pas forcément plus faciles, et qui est une problématique, je trouve, nouvelle, liée à l'intérêt, à l'appétence qui était soulignée là sur les commentaires, pour les données, pour les archives. Ce goût de l'archive fait que finalement, dans l'entreprise, les archives prennent une place différente, et que d'autres dans l'entreprise s'en emparent. Et que ça va, finalement, la nouvelle visibilité des archives liée à l'intérêt pour la mémoire va finir par poser des problèmes aux archivistes. Il va falloir des postures à l'égard de ça. La question de la décontextualisation sur les réseaux sociaux, en tout cas que soulevait Ambre, et qui rejoint, je pense, aussi ce que disait Béatrice de Pastre tout à l'heure, enfin bien sûr la différence de posture entre travail des archives, démarches historiques, scientifiques, et puis communicationnelles. C'est un énorme problème, hein, cette décontextualisation. Et là, par ailleurs, enfin, là je sors du sujet, mais pour le coup, on le voit en boomerang aussi chez les étudiants et les étudiantes qui maintenant découvrent un certain nombre, en tout cas en études cinématographiques, de films ou de vidéos en ligne, qui me parlent, moi, par exemple, dans mes cours, des vidéos de Méliès, qui oublie complètement la part de technique, la question du contexte de production, quelle est la version, par exemple pour les films en l'occurrence auxquels ils accèdent, d'où ça vient. Enfin, donc cette décontextualisation, je trouve ça très problématique. Donc je pense qu'effectivement, côté archiviste, il faut vraiment, enfin là je rejoins ce que disait Béatrice de Passe tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur le geste qu'on fait quand on utilise en tant qu'archiviste les réseaux sociaux dans le contexte actuel. Hein, parce qu'on alimente de fait des circuits extrêmement problématiques et pour le long terme. Hein, enfin je veux dire pour la construction, allez je passe mes mots, pour la construction de notre société. Le rapport à l'histoire en fait. Hier soir, tard dans la nuit, pour les besoins d'une conférence sur l'image, sur la preuve par l'image qui va avoir lieu à Nanterre dans 2 jours, là on retrouvera Hélène, je traçais quelques images d'archives à travers les différents réseaux sociaux, sur le web, la façon dont elles étaient réutilisées, avec l'oubli permanent que l'image qui circule n'est qu'un fac-similé numérique et n'est pas l'archive, et qu'il y a déjà des choses qui se sont passées entre le moment où on a l'archive elle-même, l'original,
il n'y a pas d'originaux sur le web, il n'y a pas d'archives originales sur le web, et elles prennent des déformations extrêmement surprenantes tout au long du chemin, et elles sont réutilisées. Le facsimilé est réutilisé comme s'il était l'archive de départ. Et donc, c'est assez intéressant de voir, d'essayer de suivre justement le cheminement de ces documents d'archives. Il faut savoir que comme les archivistes mettent en ligne quelque chose, même si c'est très contrôlé, dans une narration qu'ils ont prévue, avec un contexte prévu. Ensuite, l'image peut être enregistrée, voire une copie d'écran peut être faite, hein, même si on essaie de la sécuriser. Et ensuite, l'image va circuler avec des appellations, et comme elle est ancienne et comme elle est en provenance d'un site d'archives, elle va être prise pour un document d'archives cautionné par les archivistes et l'institution de départ, alors qu'elle a vécu toute une vie et subi toute une série de déformations. Je suis désolée, j'ai ça. Oui, si je puis me permettre, en complément justement de ce que tu disais, c'est que, alors je ne sais pas si Béatrice de Pastre est encore connectée, elle en parlerait bien mieux que moi, mais c'est que dans le monde, en l'occurrence des archives cinématographiques, c'est un phénomène auquel on est sensible et qu'on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire si on prend de manière complètement, là je dirais basique et grand public, l'exemple de l'édition VHS, l'édition DVD, l'édition Blu-ray, on sait bien là qu'il s'agit, comme tu disais, d'un facsimilé, c'est-à-dire en fait d'un exemplaire, d'une version, mais qui est elle-même passée par des moulinettes techniques, en fait. Et ça, c'est des questions, en tout cas qu'en histoire du cinéma, et pas toujours tout le monde en études cinématographiques, mais on doit se poser. C'est-à-dire, ce que tu disais, c'est que, je ne sais pas, par exemple, là, on va retrouver pour un film, hein, on va retrouver finalement sur Internet un fichier numérique, en général, d'une édition vidéo ou DVD, donc remoulinée après ça, qui est elle-même un télécinéma d'une certaine version d'un film. Et enfin voilà, il faut se poser ces questions, mais en l'occurrence, je pense que du côté des archives cinématographiques, et d'ailleurs je pense que c'est grâce au monde des archives cinématographiques que cette question a été mieux posée, et de mieux en mieux posée, je pense, en études cinématographiques et en histoire du cinéma, donc du côté des universitaires en recherche. C'est eux qui ont porté cette question, en fait, aussi des supports justement matériels, la question donc des versions, des variantes, ensuite des items, des exemplaires de chaque item dont on dispose, la manière dont ça recircule, etc. Mais voilà, là on a entre guillemets une expertise, je pense, côté cinéma, je ne sais pas si Clément en aurait parlé de ça, mais effectivement, qui renvoie à ce que tu disais, je pense, à partir de l'angle spécifique de l'audiovisuel. Je ne sais pas si je suis claire. Et une question de Jean-Philippe, ou une remarque question de Jean-Philippe Corbellini, qui nous signale qu'il y a des plateformes comme Canalu, hein, qui sont dédiées aux productions audiovisuelles de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et est-ce qu'elle ne pourrait pas être une solution solide pour les supports audiovisuels archivistiques? C'est-à-dire d'avoir des plateformes rien qu'à nous. Mais je ne suis pas sûre que... Je ne sais pas si c'est au niveau de la plateforme elle-même que se situe le problème, de la plateforme de diffusion vidéo que se situe le problème. Si ce n'est pas dans toute la chaîne ensuite d'usage. Et finalement, est-ce que les problèmes et les dangers pour les archives, ça n'est pas lié dans ces usages mêmes? Oui, bonjour. C'est pas moi qui avait un souci. Non, en fait, l'idée, c'est que c'est des plateformes qui sont... ça rejoint un peu vos problématiques de contextualisation. C'est-à-dire qu'en fait, chaque vidéo est indexée très finement. Elle est entourée de métadonnées qui, permettent de faciliter sa recherche. Et puis, ça part... moi, je sais qu'à la MSH, on encourage vraiment les productions audiovisuelles à aller sur cette plateforme de manière à les rassembler, déjà, d'une part. Parce que moi, j'ai rien contre YouTube, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux mondes qui s'y confrontent. Et je suis absolument pas convaincu de son intérêt dans la production sérieuse, académique, scientifique, archivistique dans votre cas. Moi, c'est vrai que c'est un domaine que je connais un peu moins.
Mais voilà, l'avantage de telles plateformes, c'est en tout cas des données qui sont vraiment organisées, structurées, et qui permettraient, à mon avis, d'éviter que, dans les exemples que vous avez donnés, que les vidéos partent un peu n'importe où. Alors aujourd'hui, Canalu. Je pense pas, c'est-à-dire que alors la vidéo, le problème se pose moins parce que YouTube sécurise, hein, donc si une vidéo n'est pas téléchargeable, elle n'est pas téléchargeable. Hein. C'est plutôt la photo, c'est l'image photo, parce qu'on peut on peut toujours récupérer une image même si on l'a rendue non téléchargeable, une image fixe. Une vidéo, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et YouTube, une fois si on l'a sécurisé, on ne peut pas récupérer la vidéo. Mais on peut manipuler le lien, évidemment. On peut l'intégrer par lien. On peut très facilement pomper tout ce qu'il y a sur YouTube. Hein. Alors, moi, je ne sais pas le faire. Il y a beaucoup sur la question non plus. De toute façon aussi sur Canalu, hein, il suffit d'utiliser un Bandicam, d'enregistrer son écran. Et ça, malheureusement, ce genre de piratage est faisable avec quelle que soit la plateforme de vidéo. Alors après, se pose la question, parce qu'il y a des années, quand on encourageait à utiliser les réseaux sociaux et YouTube, l'argument était, c'était l'époque aussi où on constatait les baisses de fréquentation des institutions type bibliothèque, centre de documentation, hein, qui a été réel dans les premières années des 2000, et on disait, il faut aller là où sont les usagers. Il ne faut pas rester chez nous, il faut nous rendre là où sont les gens. Et là où sont les jeunes aussi, si on veut un public jeune. Donc, aller sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, pour être présent là où sont nos publics. Bon, maintenant, peut-être qu'on a trop de public, on va de nouveau, mouvement de balancier, essayer de rester dans un entre-soi pour éviter des dérives, je ne sais pas. Mais il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire qu'évidemment, si on est là où sont les publics, si on encourage l'usage, eh ben, on va avoir aussi les dérives des usages. Hein. La vie, c'est toujours comme ça. Ambre, avez-vous un mot de la fin par rapport à ça Embranchez votre micro, s'il vous plaît, pour le mot de la fin. Pardon. Pour rebondir sur plusieurs des remarques qui ont été formulées dans la conversation, dans les commentaires, j'avais vu la remarque par rapport à la formation des archivistes sur l'usage des réseaux sociaux. Oui, c'était très important parce que l'usage des réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux, c'est un métier en soi, donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de codes à appréhender, à comprendre avant de pouvoir les utiliser. C'est vrai que pour chaque réseau social, il y a des codes différents, on ne publie pas de la même manière, pas le même type de contenu, pas les mêmes descriptions, du coup, métadonnées et de contexte, parce que des fois, on a, par exemple, sur YouTube, on a la place de mettre un grand texte. Sur Instagram ou Twitter, c'est des vraiment très courts textes, donc c'est vrai qu'on aura beaucoup moins de zones de contexte, finalement. Voilà, et ça ne remplace en aucun cas les autres formes de communication, de toute manière. Le but, ce n'est pas du tout de remplacer d'autres formes traditionnelles de communication par l'usage des réseaux sociaux en se disant les jeunes, le grand public, ils sont sur les réseaux sociaux, il faut absolument s'y mettre. Non, il faut quand même avant se dire est-ce que mon post sera pertinent ou pas, quel est vraiment le public que je veux toucher, et finalement si mon public il n'est pas sur les réseaux sociaux ou alors qu'il n'a pas ces codes-là, est-ce qu'il faut quand même que je l'utilise ou pas? Et c'est pour ça que quand on a plusieurs types de publics, c'est pour ça qu'on ne dit pas le public, mais des publics, finalement, on va créer plusieurs types de contenus, même avec un même document, on va l'exploiter différemment si on le publie sous format vidéo sur YouTube, sur Twitter, ou alors sur notre site internet, ou sur un autre média de diffusion et de partage de contenu. L'exploitation sera vraiment différente même pour un même document, et c'est ça qui est surtout à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est bien que les formations puissent aussi, comme elles forment déjà des formes plus traditionnelles, de aussi former pour l'usage des réseaux sociaux et leurs dérives. Justement, c'est aussi important d'appuyer là-dessus pour ne pas aussi publier n'importe quoi en se disant c'est bien, ça nous fait de la communication. Non, c'est pas ça non plus.
comme tout ce que vous disiez là depuis un moment là pour les dérives, oui, c'est vrai qu'il faut aussi prendre ça en compte avant de partager. Donc, on peut conclure avec la remarque très sensée d'Oriana Arata. Il faut trouver un équilibre entre chercher un nouveau public et développer des outils pour celui existant. C'est-à-dire entre pratique savante et pratique communicationnelle, il va falloir faire la part des choses et surtout savoir ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. C'est-à-dire, bien, si la vague de questions s'est calmée, il est 12h30, je propose que tout le monde, oui, on mette fin, on close cette session de séminaire pour aller déjeuner. Et donc, très bientôt, donc, pour les prochaines sessions qui auront lieu donc, après l'été et que nous vous présenterons sur notre site. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses et sages dans cette session. Je remercie beaucoup les intervenants et je vous souhaite une excellente fin de journée.